Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump, le grand retour, l'émission sur les sports de force et la performance. On essaie de reprendre les bonnes habitudes et recréer un peu plus de contenu. Je sais pas si je vais mettre un titre différent parce que l'émission change un peu de forme, puisque Victor a décidé de se concentrer sur ses études, son diplôme et son entraînement. Et avec son stage, il a des semaines bien chargées, donc créer du contenu c'est un peu plus compliqué avec lui. Mais avec Trésor, vu qu'on a le même planning, on va essayer de continuer tout ça, de pas lâcher le rythme. Et on repasse sur des formats un peu plus simples, avec des émissions à peu près d'une demi-heure, je dirais. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, vous l'avez vu dans le titre, c'est de reparler de ce qu'on avait commencé à aborder dans l'épisode 6, à savoir les idées reçues sur le sport, le fitness, la nutrition, la performance, même en fait plus généralement la santé. Le but c'est de voir si vous aussi vous pensez que ce sont des idées reçues, s'il faut les corriger du coup par rapport à vos pensées prédéfinies. Mais surtout de vous apporter un petit peu de contenu scientifique sans que ce soit trop compliqué, mais que vous puissiez justifier ça autour de vous si jamais vous êtes confronté à des personnes qui véhiculent ces fausses idées. Donc, Trésor, si tu te souviens bien, dans l'épisode 6, on a failli parler de l'acide lactique. Et tu as dit que c'était un petit peu compliqué à aborder en peu de temps, puisqu'on avait bien commencé l'épisode la dernière fois, je ne sais plus où on était, mais on n'avait plus beaucoup de temps pour parler de tout ça et tu voulais prendre le temps de poser certaines bases. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques brièvement ce que c'est l'acide lactique, pourquoi c'est une notion qui est si populaire auprès des sportifs, des coachs même, et c'est quoi le problème avec ces notions-là. Déjà, bonjour à tous. Déjà, j'espère que vous allez bien. Du coup, le petit souci avec l'acide lactique, déjà pour recontextualiser un petit peu les choses, généralement l'acide lactique, c'est entre guillemets le résultat un petit peu de la glycolyse, donc de la dégradation du glucose. Et généralement, ce qui est un petit peu communément décrit, c'est que l'acide lactique serait justement le témoin d'une certaine limitation de la performance et qui pourrait aussi potentiellement créer certaines courbatures musculaires et potentiellement aussi limiter la performance et le maintien de la performance. Donc ça a été pendant très longtemps décrit de cette manière-là, sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'à travers certaines voies au sein de la glycolyse, notamment, si après on pourra peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails, mais par exemple sur la voie de transport au niveau des NAD, donc c'est nicotinamide, adénine, phospho, je sais plus exactement la finition, mais c'est à peu près ça. Dinucléotides, voilà, c'est nicotinamide, adénine, dinucléotides. Donc notamment, on s'est rendu compte qu'à travers certaines voies assez spécifiques au sein de la glycolyse, on se retrouvait à la fin de la glycolyse comme témoin, c'était le lactate finalement. Donc le pyruvate était déjà le premier témoin, mais on s'est rendu compte qu'en fait le pyruvate justement était aussi réduit en lactate, qui était justement réutilisé au sein de la néoglucogénèse au niveau du foie. Donc ça servait aussi à recréer du glucose. Donc en fait on s'est rendu compte que finalement la glycolyse et le lactate étaient finalement le témoin de la création justement d'un certain glucose, et finalement ce qui permettait aussi de renouveler, de perdurer un petit peu la performance. Par contre, il faut aussi pas faire forcément un raccourci, puisque parfois, justement, si par exemple on prend des mesures intraphysiologiques et qu'on se rend compte qu'il y a un taux de lactate au sein de l'effort qui est important, c'est finalement le reflet d'une non-utilisation au niveau justement du foie et de la néoglucogénèse. Donc finalement, ça pourrait potentiellement être aussi un facteur limitant entre guillemets, mais c'est pas le seul. Il y a aussi les ions H+, notamment le phosphate inorganique, qui sont des indicateurs un petit peu de la fatigue, même si ça reste encore très flou au sein de la littérature scientifique.
Mais du coup, potentiellement, si justement ce lactate est réutilisé au niveau du foie, ça permet justement de recréer du glucose et finalement de perdurer l'intensité d'effort, puisqu'on sait très bien que en fait, l'intensité et l'utilisation du glucose, donc de la glycolyse, est fortement corrélée. Donc plus l'intensité va augmenter, plus on aura une utilisation du glucose et aussi du glycogène qui sera importante. Donc potentiellement, si on arrive à recréer du glucose, on arrive à augmenter potentiellement les performances. Donc finalement, en fait, au lieu de se dire qu'en fait le témoin de la glycolyse et la fin de la glycolyse, donc le résultat de la glycolyse était justement un facteur déterminant dans la fatigue, donc potentiellement une limitation de la performance, on se rend compte que finalement c'est totalement l'inverse et voilà, tout simplement. Ouais, donc là où on pensait qu'il fallait limiter ou retarder l'apparition de cette sensation associée à l'acide lactique, on se rend compte que c'est pas l'acide lactique, c'est des lactates. Exactement. Et surtout que plus on a de lactate, plus c'est positif dans la performance, dans la mesure où ça fait office de substrat énergétique par rapport au glucose, à la recréation du glucose. C'est ça, ouais. Donc, très important de différencier les deux, et les coachs qui vous diront que c'est jouer sur les mots parce que lactate et acide lactique c'est la même chose, faut bien les rediriger vers les travaux de Didier Ress, qui saura remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Faire attention, c'est pas du tout la même chose. Faut se dire, il me semble que l'acide lactique, on n'en a même pas dans le corps. Non, très pas. Donc, il s'agit vraiment de lactate, et si vous renseignez un petit peu, je pense, la voie la plus simple pour ceux qui sont un peu avertis sur le sujet, c'est d'aller bosser sur les filières énergétiques, donc anaérobie alactique, anaérobie lactique et aérobie, et de comprendre le fonctionnement de la filière, la deuxième que j'ai citée, la filière anaérobie lactique, qui donc aboutit à la production de lactate. Donc, du coup, excuse-moi de te couper, mais du coup aussi il faut faire attention parce que justement on se rend compte que ces nomenclatures-là aussi sont assez dépassées, dans le sens puisque déjà on se rend compte que l'oxygène intervient constamment et qu'en même temps on appelait ça anaérobie lactique, puisque c'était pour sous-entendre qu'en gros cette filière-là, cette voie de signalisation-là crée justement en finalité de l'acide lactique. Donc c'est pour ça que maintenant on parle plus de glycolyse anaérobie, mais après ça c'est on va dire entre guillemets de la sémantique. Mais pour revenir par rapport à ce que tu as dit, ça c'est Didier qui le disait, c'est que généralement, même il en parle dans son bouquin qui est très intéressant, il disait que finalement en fait l'acide lactique on pouvait potentiellement créer, mais on n'en créait que si on arrivait à un pH qui était tel que ce pH là on y arrivait lorsqu'on était complètement mort en fait. Donc finalement c'est entre guillemets impossible d'en créer en tant qu'être vivant. Ouais, c'est ça en fait, je pense dans pas mal de ces contenus, il aime bien prendre cet exemple-là et expliquer que les picotements associés à l'acide lactique, ils peuvent survenir, mais quand on est mort, donc c'est un peu qu'il y a des soucis des gens. Le problème se pose plus, quoi. Mais intéressant, vu que les notions changent, il y a pas mal de contenu qui a été publié, écrit, etc., avec ces notions de voie énergétiques qui du coup sont un peu plus dépassées. Mais si jamais vous voulez avoir des informations de base et savoir d'où on part quand on réfléchit sur ces choses-là, la base c'est quand même de comprendre que pendant longtemps on croyait qu'il y avait 3 substrats énergétiques principaux, qu'ils intervenaient tous à différents moments suivant l'effort, suivant la longueur, la durée de l'effort, l'intensité de l'effort, et que ces voies-là c'est anaérobie alactique, lactique et la voie aérobie. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter sur l'acide lactique ? Je pense pas. Il était complet. Globalement, ouais. Bon, finalement, c'était simple, c'était efficace. Si jamais vous voulez creuser ça, c'est Didier Ress qui a bossé sur ça, qui bosse encore sur ça et qui se bat pour essayer de changer les idées préconçues de certains coachs et certains athlètes. Ouais, on pourrait même faire un gros point physio pour expliquer peut-être un peu plus précisément. Ouais, tu veux ? C'est là, sinon on va, parce que comme il y a d'autres idées, on va peut-être prendre un petit peu de temps, mais peut-être sur un prochain épisode, si ça intéresse des gens, on peut essayer de plus en profondeur. N'hésitez pas à faire des retours sur ça. On essaie d'être à peu près généraux, pas forcément exhaustifs, mais d'apporter des informations diverses et variées sur plein de notions différentes dans le sport et la performance. Mais si des fois ça vous paraît plus intéressant de creuser une notion en particulier, on peut s'amuser à le faire, ça peut être bien aussi. Donc, petit retour sur le compte Instagram, n'hésitez pas. Une autre idée
pas mal intéressante par rapport aux pointes de pied. Les pointes de pied qui dépassent... les genoux qui dépassent les pointes de pied au squat. Et ça, je l'entends plus trop. En fait, on peut l'entendre de pratiquants qui connaissent rien et qui ont seulement des retours de vieux coachs. Des coachs, des mecs qui ont exercé il y a 15-20 ans peut-être. Parce que c'est une très vieille idée reçue. Explique un petit peu du coup, c'est quoi le problème, du coup, les recommandations autour de ça, les mauvaises recommandations autour de ça, du coup. Moi, je m'étais un petit peu intéressé au sujet pendant un petit moment et en fait, j'avais essayé de remonter un petit peu à la source de ça. Donc là, j'ai vu que tu avais mis quelque chose, sache que j'étais pas du tout au courant, mais sinon, moi, j'ai été remonté à une étude qui venait de Escamilla, donc je crois que c'était en 2001. Enfin, on pourra mettre en description. Mais du coup, en fait, il s'était rendu compte que, en gros, parce qu'on parle surtout de jonction, en fait, enfin, pour recontextualiser un petit peu les choses, enfin, ce qui va être important à comprendre, ça va être surtout la jonction, du coup, finalement rétropatellaire, donc vraiment tout ce qui va être lié au tendon et tendon quadricipital et au fémur. Et du coup, la jonction fémoro-patellaire, donc fémur-patella, et ensuite aussi tibio-fémoral. Donc ça, c'est les jonctions qui vont être justement étudiées dans ce contexte-là. Et en fait, on s'est rendu compte potentiellement que lorsqu'on arrivait par exemple à des degrés de 95 degrés finalement de flexion de genou, donc ça représente pas énorme, c'est à peu près angle droit quoi finalement, ouais, c'est ça. en demi-squat. Finalement, on se rendait compte que les forces de compression en fait augmentaient au niveau justement de la jonction gros rétropatellaire, donc c'est les forces qui agissent au niveau justement du fémur, entre le fémur et la patella. Mais en fait, justement, en fait, à mesure que, en gros, on a continué justement à étudier un petit peu ces choses-là, on s'est rendu compte que lorsqu'on augmentait justement les degrés de flexion de genou, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une surface de contact qui était supplémentaire au niveau entre le tendon quadricipital et justement ce qu'on appelle les gouttières intercondylaires. Donc ça, c'est au niveau du fémur. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en gros, ça permettait une répartition des forces un petit peu plus importante. Il y avait aussi un autre argument, c'était surtout relié justement à ce qu'on appelle aussi la zone de déformation des cartilages. En fait, à mesure qu'on augmente dans les degrés de flexion du genou, en fait, cette zone-là, donc la surface de contact, elle va s'élargir et du coup, il y aura une répartition des forces qui sera aussi beaucoup plus importante. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que ce qui était notamment important, c'était pas tant les degrés de flexion appliqué justement au niveau de ces jonctions-là, mais ça allait être plus soit la magnitude de la charge ou soit la vitesse de la charge. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à mesure que la vitesse gestuelle augmente, par exemple en excentrique, en fait, les forces compressives et de cisaillement, elles vont, entre guillemets, augmenter sur la fin d'amplitude parce que, lors de l'inversion entre la flexion et l'extension. Donc, potentiellement, on peut faire des raccourcis, se dire, potentiellement, comme les contraintes augmentent, finalement ça peut entraîner potentiellement certaines problématiques, alors que on l'a déjà expliqué et on l'a déjà vraiment essayé de l'élucider, mais finalement on sait très bien que en gros c'est toujours relié à une certaine capacité de travail au niveau justement de la zone spécifique, soit articulaire, soit ligamentaire ou soit même musculaire. Donc finalement, à chaque fois que la contrainte respecte justement une certaine progression, on sait que ces tissus-là peuvent s'adapter. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était aussi relié par rapport à l'intensité de la charge. Donc en fait, à mesure que la tension, ou que l'amplitude augmentait, il n'y avait pas forcément de force de compression qui était supplémentaire, mais c'était aussi relié à l'intensité. Donc en fait, le problème, c'est qu'on avait comparé des degrés de flexion qui n'étaient pas forcément représentatifs d'un degré de flexion qu'on retrouve sur un squat complet. Mais sauf que si on essayait de mettre une intensité équivalente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas baser par exemple un RM sur un demi-squat équivalent à un RM sur un squat complet. Donc finalement, si on avait le même pourcentage à un RM donc spécifique, finalement on remarquait que sur le demi-squat, en fait, on augmentait la charge. Donc finalement, les forces de compression étaient totalement similaires que sur le squat complet. Donc c'était quelque chose qui n'était pas forcément corrélé, qui n'était pas forcément justifiable. Donc finalement, ce qui va vraiment augmenter ces forces-là, ça va être vraiment la vitesse gestuelle et l'augmentation de l'intensité, mais pas d'autres facteurs. Et dernier point peut-être, ça va être aussi qu'il faut se rendre compte que au niveau de cette jonction-là, en fait les forces compressives, elles vont être importantes, notamment par le système passif, système ligamentaire par exemple,
associé justement à la force des agonistes, donc notamment des quadriceps, mais aussi des antagonistes, donc les ischio-jambiers, qui vont permettre justement de stabiliser justement les jonctions donc tibio-fémorales et fémoro-patellaires pour justement en fait réussir à bien ancrer justement le genou et finalement augmenter la stabilité et finalement la capacité de production de force. Donc en fait ces forces compressives là sont importantes pour aussi limiter entre guillemets ce qu'on appelle les translations tibio-fémorales. Donc ça veut dire ça va éviter justement ce que le tibia s'oriente sur le plan antérieur par rapport par exemple au fémur, ou que ce soit le fémur qui s'oriente sur le plan antérieur par rapport au tibia. Donc finalement ça permet de bien stabiliser, d'augmenter la capacité de production de force. Donc c'est des forces qui sont quand même relativement importantes. Donc finalement on se rend compte que c'est entre guillemets une idée reçue, donc ça va être relié vraiment à l'intensité et la vitesse gestuelle. Ouais, c'est ça en fait, le mauvais raccourci qu'on a fait, c'est de se dire que plus il y avait de contraintes, plus il y avait de risques, alors que finalement les contraintes appliquées dans un bon contexte, du coup dépendant de la charge, de l'intensité de travail qu'on mettait, étaient plutôt positives dans la mesure où ça faisait gagner en stabilité localement, du coup dans le genou. Moi j'ai essayé de creuser en fait pour savoir d'où venait cette idée reçue là, et il y a Emeric, M. Tonkini, qui disait que c'est parce que dans les cours collectifs, quand on apprend le squat, on se prend pas la tête à individualiser tous les conseils, et vu que certaines personnes ont plus de douleur au genou quand on les fait aller en flexion complète avec juste buste droit, et du coup en avançant les genoux par rapport au point de pied, on se disait, on généralisait le conseil, garder les genoux au-dessus des chevilles, au-dessus des talons, comme ça, il n'y avait pas de risque. Et il y a des vieux papiers qui, effectivement, ont essayé d'étudier ça. Ils essaient d'étudier les vraies contraintes qu'il y a dans le genou, si c'est effectivement bénéfique. Et c'est vrai qu'on gagne, on a un petit 33% de force en moins appliquée au genou quand on fait un squat avec les genoux juste au-dessus du talon, par rapport au squat où on fait un genou où on s'autorise à totalement dépasser les pointes de pied. Par contre, sur ces mêmes deux variantes-là, les contraintes appliquées aux hanches et surtout au bas du dos, elles s'augmentent, mais fois 1000, enfin 1000%, elles sont 1000% supplémentaires. C'est-à-dire que le petit gain que vous avez au niveau des genoux, il est beaucoup trop compensé par une perte vraiment significative au niveau des contraintes appliquées sur les hanches et le bas du dos. Donc, même s'il n'y a pas de mauvais squat, c'est-à-dire il ne faut pas faire du squat portefeuille, le French low bar ou ce genre de choses, parce que, encore une fois, si vous vous entraînez le bas du dos, les hanches, etc., on peut être capable de réussir à ces contraintes-là. Si on regarde juste cette étude-là et on dit c'est quoi le mieux, faut se dire, est-ce qu'on préfère un squat où il y a moins de contraintes sur les genoux, mais 1100% plus de contraintes sur le bas du dos, ou un squat où effectivement les contraintes sont un peu plus réparties entre les hanches et les genoux, mais il y a un peu plus de force au niveau des genoux. Et pareil, il y avait autre chose, mais du coup là c'était plus empirique, c'était beaucoup de kinés qui observaient après un retour de blessure au niveau des genoux, etc., que faire des squats en avançant les genoux, ça a augmenté les douleurs. Donc là, pareil, c'était plus de l'évitement qui un peu s'est généralisé et s'est dit, le squat en avançant les genoux, c'était négatif, alors que c'était juste dans un contexte bien précis, bien isolé, et que si on généralise ça, en fait, c'est se tromper totalement. Donc, si vous avez retenu un maximum de choses, un maximum d'informations par rapport à ça, non. Avancer les genoux au squat, c'est pas négatif. Ça vous permet même de garder le buste un peu plus droit, et donc, suivant vos objectifs, seulement de réduire la flexion de hanche, avoir plus de contraintes sur les quadriceps. Moi, haltérophile, je recommande vivement cette variante-là, couplée à du soulevé terre ou RDL pour travail en chaîne poste, pour bien bosser dans tous les patterns de mouvement, et pour surtout avoir un bon transfert sur le mouvement de compétition. Et sinon, si vous voulez performer lourd au squat, low bar avec un bon contrôle excentrique et une bonne gestion de la depth, des fois ça peut donner des squats où il y a très peu de flexion de genoux. Enfin,
encore une fois, si on prend tous ces exemples-là dans leur contexte, on arrive à justifier les choses. Mais prendre quelqu'un, un débutant, et lui dire garde tes genoux au-dessus des talons, c'est le limité. Donc ça c'est une erreur. Et si vous faites de la muscu, l'haltéro, enfin peu importe, vous faites du squat et que vous voulez apprendre ça à vos proches, justement essayez de faire gaffe à ces petits conseils-là qui peuvent créer juste de la kinésiophobie finalement. Et ça c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible. C'est donner confiance aux gens, en fait, leur dire qu'ils peuvent bouger, ils en sont capables. Toute question de s'adapter aux contraintes, de mettre en place une surcharge progressive cohérente. Après, bien sûr, ça paraît bateau de le dire, mais encore une fois, là, on place des généralités, mais c'est surtout pour un individu sain. Bien sûr que si on est dans le cadre justement d'une certaine pathologie ou de problématique, bien sûr que c'est individualisé, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que si par exemple, je sais pas, on se retrouve sur une tendinopathie au niveau du tendon patellaire, par exemple, c'est sûr que en fonction justement des degrés et du seuil de douleur de la personne, on va peut-être essayer de moduler un petit peu l'amplitude dans un premier temps, mais essayer de remettre progressivement en fait de l'amplitude, de la contrainte et augmenter la capacité de travail à ce niveau-là. Mais du coup, encore une fois, c'est à contextualiser, mais de manière générale, pour un individu sain, vous souciez pas vraiment de cette chose-là. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Donc, voilà. Ok, pour cette deuxième idée reçue, ça file, hein. Franchement, on parle beaucoup. On va en faire même deux, sur déjà le développement de l'intérieur des pecs et la perte de masse grasse localisée. Ça te parle un peu ? Ouais, c'est des choses qu'on entend encore quand même pas mal. Cette idée reçue que le squeeze press, par exemple, ça travaille plus l'intérieur des pecs parce qu'au ressenti, les mecs sentent évidemment plus de contraction, plus de tension. Mais ça va pas... Enfin, bref. Je ne spoil pas. Et pareil, la perte de masse grasse localisée, alors c'est marrant parce que hier, Menno Henselman, qu'on cite souvent, a partagé une publication scientifique qui vaut pas grand chose parce que c'est étudié sur 16 personnes, 16 mecs autour de 43 ans, il me semble, à qui on a fait appliquer un protocole de perte de poids. C'est-à-dire qu'ils étaient en surpoids, on les avait fait faire du cardio et des abdos pour le premier groupe et juste du cardio pour le second groupe. Et au DEXA-scan, ils ont observé plus de perte de masse grasse au niveau des abdominaux. Voilà, donc justement, on allait vous dire que la perte de masse grasse localisée, c'était pour l'instant pas possible. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode, ou en tout cas pas à ma connaissance, qui permette ça. Mais justement, ce papier laisse penser qu'il y a des voies. Pardon, excuse-moi de te couper, mais ça peut s'expliquer. Après, c'est encore une fois, c'est des extrapolations de certaines choses. Mais du coup, il faut justement, comme tu l'as dit, essayer d'être quand même assez minutieux et réservé sur ces résultats-là. Mais ça peut s'expliquer notamment parce qu'on le sait, c'est qu'au niveau de l'adipocyte, et notamment le tissu adipeux vraiment au niveau de la zone abdominale, surtout chez les hommes, contient énormément de récepteurs adrénergiques, c'est-à-dire vraiment sensibles à certaines choses, notamment l'insuline et les catécholamines, donc noradrénaline, adrénaline. Et du coup, en fait, on sait très bien que à mesure par exemple qu'on augmente en intensité, potentiellement il va y avoir une libération et une sécrétion du coup de catécholamine qui va être beaucoup plus importante, et potentiellement en fait comme c'est l'une des zones dans laquelle il y a beaucoup de récepteurs adrénergiques, peut-être que potentiellement il y aura une stimulation adipeuse et des adipocytes finalement qui sera beaucoup plus importante. Après, encore une fois, c'est compliqué, ça reste des suppositions et on peut être sujet vraiment à l'extrapolation. De manière générale, quand on essaie vraiment d'analyser toutes les données, on ne retrouve pas pour l'instant de preuves assez solides qui nous montrent que c'est possible et qu'il y a la possibilité justement de localiser la perte de masse grasse. Et généralement, en fait, c'est un ensemble qui se passe. Donc, il y a une perte de masse grasse au niveau corporel, donc de la chaîne corporelle globale, et ça s'associe justement à la dépense énergétique, bien sûr, comme on l'a déjà expliqué, et au déficit calorique aussi, qui est très important. Mais du coup, c'est assez compliqué. Après, c'est pour ça que je disais ça pour justement potentiellement peut-être expliquer un petit peu la raison de ces résultats. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, il y a très peu de participants, donc c'est compliqué justement à appliquer sur une zone beaucoup plus générale. Donc voilà. Ouais, voilà, donc la perte de masse grasse localisée, on va dire que c'est encore
un fantasme. Ouais. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas bien compris les mécanismes qui pourraient mener à ça et on n'est pas capable de les appliquer au tout venant. Donc, prendre un petit peu du recul par rapport à ces papiers-là, toujours. Même si c'est encourageant. On n'a pas forcément envie de rester sur ces idées-là que c'est impossible. Si jamais on trouve un moyen de le faire, c'est positif. Il y a des gens qui cherchent ça, ou alors ça peut accélérer du coup des résultats, du coup favoriser l'adhésion à certaines pratiques. Enfin, c'est positif en fait qu'on avance sur ces notions-là. Mais donc actuellement, faut pas qu'on vous promette et faut pas promettre aux gens autour de vous que on puisse perdre de la masse grasse de manière localisée, du coup. Sinon, peut-être ça va renforcer certaines croyances et ça va aider à l'adhésion à un protocole d'entraînement, mais scientifiquement, fondamentalement, c'est faux et on peut pas véhiculer ces idées-là. Donc, faire attention quand on parle de perte de masse grasse. D'ailleurs, c'est un sujet super intéressant. On a fait un épisode sur la sèche, mais j'aimerais bien revenir dessus. Il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué dans ma tête, donc pourquoi pas en reparler. Et si on parle brièvement brièvement non, on peut creuser, on peut étoffer de la prise de muscle, comment je dirais ça, sur une partie particulière du muscle, mais pas sur un faisceau particulier, c'est une partie du faisceau. C'est-à-dire les pectoraux, si vous avez déjà vu les fibres des pectoraux dessinées sur quelqu'un, c'est-à-dire que ça part du sternum, grossièrement ça part du sternum, ou sternum clavicule et même côte basse, et ça va jusque l'humérus. Donc c'est relativement horizontal. Est-ce qu'on peut développer seulement la partie la plus proche du sternum de ces fibres-là ? En fait, de manière générale, je dirais que non, parce que là, si on a tendance à dissocier un petit peu la partie justement uniquement localisée au niveau du sternum, ça risque d'être compliqué. Mais ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est peut-être une petite nuance par rapport à ça, c'est que en fait, cette partie sternale, en fait, elle est reliée justement à différentes proportions de fibres au niveau justement du grand pectoral plutôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte avec des analyses un petit peu biomécaniques et anatomiques, qu'en fait, il y avait notamment justement des fibres superficielles et profondes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en gros, les fibres profondes n'atteignaient pas justement cette partie justement anatomique et osseuse au niveau du sternum, qu'elles s'arrêtaient justement, au tissu conjonctif au niveau justement de la cage thoracique. Et ce qui se passe, c'est que la partie superficielle finalement va s'étendre jusqu'au sternum. Et en fait, on s'est rendu compte que cette partie superficielle-là pouvait justement être stimulée lorsque, par exemple, on accentuait un petit peu les degrés d'adduction horizontale de l'humérus, donc c'est-à-dire vraiment le mouvement de rapprocher l'humérus justement de l'axe axial du corps. Donc en fait, plus on va rapprocher cet angle-là et augmenter un petit peu l'adduction horizontale, plus potentiellement en fait il va y avoir un recrutement des fibres superficielles, parce que en fait ces fibres superficielles-là ne sont recrutables qu'à partir de ce moment-là. En fait, si on se retrouve sur un mouvement, par exemple, d'abduction horizontale, par exemple sur un développé couché en position, par exemple, étirée, on va avoir tendance à avoir peu de recrutement potentiel au niveau des fibres superficielles. Et du coup, en fait, il n'y a que dans cet axe-là, donc sur le plan frontal, finalement, qu'on retrouve cet engagement et ce recrutement plus important, finalement, au niveau des fibres superficielles. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dissocier les parties, ou une partie du pectoral vraiment qui est potentiellement spécifique. On est juste en train de dire qu'en gros, il y a dans les fibres du grand pectoral différentes orientations par rapport au sternum et par rapport finalement aux fibres thoraciques qui permettent justement d'avoir potentiellement un recrutement dans l'espace en fonction justement du plan anatomique et des placements anatomiques qui permettent justement d'avoir un recrutement moteur qui sera potentiellement plus important. Mais du coup, de manière général, il ne faut pas rentrer non plus dans le raccourci que le milieu des pectoraux est possiblement évoluable, donc hypertrophiable. Ouais, hypertrophiable. Non, c'est pas possible. Généralement, quand vous allez, cet effet-là au niveau sternal qui va augmenter, ça sera surtout relié au recrutement justement des fibres superficielles, mais elles qui sont finalement attachées justement à l'humérus et aussi au sternum, mais aussi aux fibres superficielles, aux profondes qui sont justement reliées au tissu conjonctif. Donc ce sera un ensemble finalement, donc vous allez avoir un recrutement potentiellement général.
mais on peut essayer, en fonction de l'angle, justement, d'accentuer un petit peu plus, justement, sur les fibres superficielles. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter cette petite nuance, mais pas non plus rentrer dans le raccourci. Ouais, mais donc, si jamais on devait conseiller un exercice qui aille dans ce sens-là, dans le sens du recrutement spécifique de ces fibres superficielles-là, qu'est-ce qu'on recommanderait? En vrai, on pourrait recommander tout simplement un exercice à la poulie qui permet justement de rapprocher finalement l'humérus de l'axe axial, et du coup essayer d'avoir justement cette adduction. Tout simplement, après là, je pense que sur YouTube peut-être vous allez voir, mais à l'audio ça va être compliqué, mais un exercice à la poulie où tout simplement vous rapprochez le bras avec une trajectoire relativement horizontale. Ouais, voilà. Du coup ouais, c'est ça. Du coup, peut-être de garder en fait l'avant-bras dans un plan, plan transversal. Ouais. Ok. Et est-ce qu'on chercherait plus la contraction ou l'étirement sur ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent le développement de l'intérieur des pectoraux à une forte tension de contraction, justement. C'est pour ça qu'il y a le squeeze press qui est pas mal populaire. Donc squeeze press, c'est quand on met une plate ou un halter entre les deux mains et qu'on développe comme ça. Bref. Ou alors est-ce que du coup il faut qu'on ait la poulie qui mette en tension quand on a le bras devant soi ou à l'inverse? En fait, c'est vraiment relié à l'adduction, pas tant à la flexion-extension. Donc même si on a l'impression justement d'avoir une légère adduction sur le squeeze press, elle va forcément être limitée. Donc justement, le but c'est vraiment d'augmenter l'adduction au niveau de l'axe axial. Donc finalement, c'est donc de l'accentuer. Donc finalement sur la poulie, ça va être relativement plus intéressant que le squeeze press. Le squeeze press, généralement, ce serait pas forcément un exercice hyper intéressant. Ouais, mais tu vois, il peut y avoir ce raccourci ou cette idée que puisque c'est l'intérieur des pecs, on va chercher le maximum de tension quand on est ici et donc maximiser le placement de la poulie pour que l'axe de la poulie soit perpendiculaire au bras quand on a le bras devant soi. Du coup, avoir la poulie légèrement de 3/4 par rapport à nous. Est-ce que ça c'est vérifié ou est-ce que ça, fondamentalement ça change rien? Non, pour l'instant, il n'y a pas de données qui puissent appuyer cette théorie-là. Après, encore une fois, c'est vraiment relié à l'adduction. Est-ce qu'après la tension de contraction est forcément reliée avec cette chose-là? Pour l'instant, j'ai pas vu de papier par rapport à ça, mais forcément, ça va être corrélé, puisque à mesure que tu augmentes l'adduction, notamment sur la poulie, potentiellement, tu auras une tension potentiellement de contraction, donc sur un positionnement raccourci qui sera plus important. Donc il y a forcément une corrélation. Après, est-ce que c'est le facteur qui permet justement d'accentuer la synthèse protéique localisée à ce niveau-là? Je dirais pas ça non plus. Ouais, je dirais que la priorité, c'est de trouver votre placement, le placement dans lequel vous arrivez à être le plus stable et du coup le plus fort. Enfin, du coup, pour permettre de mettre le plus de charge, parce que ça, on va dire que actuellement, c'est avéré. Plus il y a de stabilité, plus il y a de charge, plus il y a de production de force, plus il y a de production de force, plus il y a de charge, plus il y a de tension mécanique, et donc plus il y a d'hypertrophie. Donc c'est peut-être vers ça que vous devez aller plus que l'optimisation par rapport à la fin d'amplitude ou la contraction ou l'étirement. Garder cette base-là et kiffer cet exercice surtout. Continuer à le faire, c'est le plus important. Est-ce qu'on prend le temps d'en faire une dernière là? Parce qu'on a dit qu'on faisait des petits épisodes d'une demi-heure et le temps file. Il y en a des intéressants en vrai. Ouais, on est un peu en retard, en vrai ça va être chaud. On s'arrête là, on va devoir faire une partie. En vrai, on pourrait faire. C'est notre nouvelle série en fait. On va faire 10 épisodes sur ça. Il y en a beaucoup d'autres à parler, genre sur la créatine qui rend chauve, les doigts qu'il faut pas craquer parce que ça donne de l'arthrose, tout ça. Il y a beaucoup de choses intéressantes à creuser. Si vous avez aimé ce format, cette petite discussion, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Faites-nous un maximum de retours. Nous, on aime bien discuter avec vous de tout ça. Et pareil, on revient par rapport à ce qu'on disait sur l'acide lactique. Si vous voulez qu'on creuse certaines notions plus que les développes en surface, même si pour certains ils vont considérer qu'on creuse déjà beaucoup trop, n'hésitez pas à nous dire comment on peut faire évoluer ça. Nous on va garder ce format là toutes les semaines, je pense. C'est relativement facile à enregistrer, ça demandera peu de montage. Vous avez vu qu'on est passé à une caméra. Moi en post-prod je veux plus me prendre la tête sur le montage de différents plans, etc. Donc ça sortira brut et on va essayer de vous produire toujours un maximum de contenu pour apporter le plus de valeur possible, en se concentrant vraiment à fond justement sur le fond plus que sur la forme. Donc si ça vous convient, n'hésitez pas.
Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Salut les gars. Salut. Hein.